Voilà, bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur pour l'invitation et je suis ravi de vous présenter cet article qui est paru dans un autre temps, en janvier 2020, où on parlait d'autre chose. C'est un article qui fait le point en fait sur une pathologie fréquente qu'on rencontre fréquemment aux urgences, où je travaille et où je fais partie de l'équipe cadre. Et c'est un article qui traite donc du traitement conservateur versus le traitement interventionnel pour les pneumothorax spontanés primaires. Et donc ça a le mérite de nous faire poser une question. Est-ce qu'une prise en charge conservatrice d'un premier épisode de pneumothorax spontané primitif complet est-elle une option thérapeutique aussi efficace et acceptable que la mise en place d'un drain thoracique ? Alors, le drainage thoracique, comme vous le savez tous, est le traitement le plus communément utilisé en cas de survenue d'un premier épisode de pneumothorax spontané. C'est basé sur des recommandations américaines anciennes qui préconisent un drainage thoracique en cas de pneumothorax de plus de 3 cm chez un patient cliniquement stable. Et puis il y a des recommandations britanniques de 2010 qui proposent une approche plus conservatrice avec, en cas de pneumothorax de plus de 2 cm et ou associé à une dyspnée, une exsufflation à l'aiguille qui peut être proposée, puis un retour à domicile en cas de succès avec un décollement de moins de 2 cm et une amélioration respiratoire avec une réévaluation clinique dans les 2 à 4 semaines. Tout ça nous montre qu'il y a un certain degré d'hétérogénéité des pratiques et, à juste titre, on se pose la question de l'état des connaissances sur le traitement conservateur. Eh bien, jusqu'à peu, donc, il n'y avait pas d'études randomisées contrôlées sur le sujet, et donc on se basait sur pas grand-chose pour dire que le drainage thoracique était finalement le gold standard qu'il fallait proposer à tous les patients qui présentaient ce cas de figure. On en vient à la méthodologie de notre étude. Vous avez donc une étude qui est prospective sur 6 ans, de 2011 à 2017, qui est multicentrique, 39 hôpitaux australasiens. C'est une étude de non-infériorité, beaucoup d'appelés avec 2637 patients screenés, peu d'élus avec 316 patients qui remplissaient les critères et qui ont accepté de participer à l'étude. Et puis on parle de pneumothorax de taille modérée à large, je vais vous faire la description tout à l'heure, avec des critères d'inclusion, des patients jeunes, 14 à 50 ans, un pneumothorax spontané primaire unilatéral, une évaluation de taille de plus ou égal à 32% à la radiographie du thorax, on va revenir sur cette méthode de décompte, et puis des critères de non-inclusion qui paraissent logiques avec un antécédent de pneumothorax homolatéral, un pneumothorax secondaire, un hémothorax associé, un pneumothorax bilatéral, des critères de gravité clinique, notamment avec la mise sous tension du pneumothorax, une grossesse, un suivi impossible à la sortie et un voyage en avion planifié dans les 12 semaines. Ces 2 critères de non-inclusion sont des points importants dont on rediscutera à la fin dans les conclusions. On en vient à cette méthode de décompte de l'estimation de la taille du pneumothorax. Ce n'est pas un calcul très savant. Vous avez un visuel ici qui, je pense, au premier regard, vous fait dire « Oh, bah ça, c'est un pneumothorax sur lequel je n'aurais même pas envisagé en fait, de faire un traitement conservateur ». Il s'avère pourtant que la taille, le pourcentage d'estimation ici que vous avez est la moyenne dans les critères caractéristiques des patients qui ont été inclus. Donc visuellement, une taille conséquente. Vous avez un très bref récapitulatif des caractéristiques des patients qui ont été inclus. On enfonce un peu des portes ouvertes, c'est des patients jeunes, de sexe masculin majoritairement, plutôt maigres, avec, comme je viens de vous le dire, une estimation moyenne de la taille qui est conséquente, qui correspond à l'image que vous venez de voir. Des patients qui étaient, comme ça vous l'a été dit, sans critères de gravité clinique, avec des taux de saturation qui étaient dans la normale, et puis des patients fumeurs pour la moitié d'entre eux dans les 2 groupes. Vous avez ici un peu le déroulé méthodologique et les 2 bras de traitement. Vous avez donc 154 patients qui ont été inclus dans le bras drainage, sans aspiration avec une telle technique de Seldinger, et puis 162 patients dans le bras conservateur. Vous avez un crossover non négligeable dont on rediscutera à la fin de la présentation. Vous avez une base commune de traitement, un traitement standard, antalgie et oxygène en fonction des seuils de saturation qui ont été fixés par les auteurs. Et puis, concentrons-nous dans le bras drainage. Vous avez donc la prise en charge initiale et puis à H+1, 1 heure après la prise en charge, une évaluation clinique et radiologique. 2 sous-groupes, pas de réexpansion, on met le drain en aspiration et le patient est hospitalisé. Et puis l'autre sous-groupe, une réexpansion et le drain ne bulle pas, on clampe le drain et puis on refait une évaluation clinique et radiologique à 4 heures. De nouveau, 2 bras, pas de récidive, pas de réexpansion ou une récidive du pneumothorax, eh bien cette fois on décide de mettre le drain en aspiration et d'hospitaliser le patient. Dans l'autre partie,
vous avez un poumon qui est complètement réextendu, un patient qui est stable, on retire le drain et le patient rentre à domicile. Et tout ça 4 heures après sa prise en charge initiale. Dans le bras conservateur, vous avez des patients qui sont surveillés aux urgences pendant les 4 premières heures, et puis à 4 heures, on refait le point. Est-ce qu'il y a eu des complications? Oui, le patient est hospitalisé avec plus ou moins un drain en fonction des complications qu'il a présentées. Ou alors, le patient est stable, il déambule, il a une antalgie contrôlée, eh bien, il peut rentrer à domicile. La suite de la méthodologie et du protocole que les auteurs ont proposé, c'était de faire un contrôle à 24 heures, à 72 heures, et puis à 2, 4 et 8 semaines. 8 semaines qui étaient finalement l'outcome primaire dont on va discuter tout à l'heure. Et puis, chacun de ces contrôles, j'inclus encore à 6 mois et à 12 mois, chacun de ces contrôles était soldé par un contrôle clinique et radiologique par le clinicien initial qui avait pris en charge le patient au cours de son entrée dans l'étude. Et une radio n'était réalisée uniquement si le poumon n'était pas réexpandu lors de la visite précédente. On a un peu perdu de vue quelques patients dans chaque bras, 23 dans le bras traitement, 37 dans le bras conservateur. Et puis on en arrive au résultat. L'outcome primaire, qui est la résolution radiologique complète à 8 semaines, eh ben, voilà, un visuel assez flagrant, on est tout content. 98,5% des patients dans le bras traitement, 94,4%. On arrive à une différence de risque de moins 4,1% entre les deux, ce qui rentre complètement dans la marge de non-infériorité qui a été fixée par les auteurs de 9%, avec un intervalle de confiance qui est satisfait. Alors on se dit magnifique, bah très bien, on peut traiter tout le monde avec un traitement conservateur, c'est superbe. Si on regarde un petit peu plus loin, en fait, il y a eu un défaut dans l'élaboration du protocole et les auteurs ont considéré que l'évaluation des données allait s'arrêter à 56 jours, soit 8 semaines après le début de l'étude. Et ils ont considéré toutes les valeurs qui dépassaient cette date-là comme manquantes. Alors c'est un petit peu dérangeant parce qu'eux-mêmes ont fait l'exercice pour pallier à ce défaut méthodologique. Ils se sont dit, maintenant on va voir ce que ça fait si on étend la période de surveillance à 63 jours et si on l'étend globalement et on inclut toutes ces données dans notre analyse. Eh bien, ça change un petit peu la donne puisque vous voyez donc que la balance est un peu différente. On a désormais 93,5% dans le bras traitement et 82,5% dans le bras conservateur, avec une différence de risque cette fois qui est de 11% et qui dépasse donc le seuil de non-infériorité qui a été prévu initialement. Vous avez ici l'illustration de ce que je viens de vous dire avec ces 3 résultats. Le résultat initial où on est tout content, et puis les deux autres résultats qui remettent en question l'évaluation initiale. Avec ici, vous voyez très bien qu'on passe cette marge de non-infériorité, et puis à signaler qu'ici, on passe cette hypothèse de validité nulle avec les 2 valeurs ici, et qui remet en cause la valeur statistique des résultats qui nous est présentée. On passe maintenant aux outcomes secondaires, qui sont très intéressants. Vous voyez un visuel très simple qui vous montre, encore une fois, comme le premier graphique que je vous ai montré, l'estimation de est-ce que le bras intervention est mieux ou moins bien, ou alors du moins est-ce qu'on est non inférieur en termes de traitement avec le traitement conservateur. Il y a eu beaucoup d'outcomes secondaires mesurés. Parmi ceux-ci, vous avez le temps jusqu'à la résolution des symptômes, à peu près identique. La récurrence de pneumothorax dans les 12 mois, et là, c'est assez frappant, je n'ai pas d'explication, je ne sais pas s'il y en a, mais il y a une récurrence 2 fois plus grande de pneumothorax dans le bras interventionnel que dans le bras conservateur. Vous avez une moyenne de durée de séjour hospitalière qui est de facto plus importante dans le bras traitement que dans le bras conservateur. Ils ont poolé tous les événements indésirables auxquels les patients étaient confrontés, et puis il y a une différence du simple au triple entre les 2 bras. Vous avez une moyenne de durée d'arrêt de travail qui est quasiment du simple au double également. Et puis, ils ont cumulé le nombre de procédures entre une ou plus, procédures invasives dans les 2 bras, et puis là, il n'y a pas photo également. Donc, si on fait le point de situation entre les points forts et les points faibles de cette étude et tous les résultats que je vous ai montrés, dans les points forts, je pense qu'on peut soulever les critères d'inclusion, notamment la taille du pneumothorax. Les auteurs auraient pu choisir des pneumothorax de taille inférieure pour recruter plus de patients et améliorer le résultat de non-infériorité. À signaler quand même qu'il y a 85% des patients dans le bras traitement conservateur qui n'ont eu aucune intervention.
et qui ont été dans la partie bleue de ces graphiques que je vous ai montrés et qui n'ont pas eu de parcours hospitalier. Dans les points faibles, en revanche, il y a le choix de la marge de non-infériorité. Il n'y a pas de référentiel. C'est un consensus d'experts qui a estimé que cette marge de 9% était ce qu'on pouvait admettre dans cette étude. Si on déplace le curseur à 7%, aucun des 3 résultats que je vous ai montrés tout à l'heure n'aurait été rempli d'emblée, indépendamment de la durée et de l'inclusion des données manquantes ou pas. C'est non masqué, comme je vous l'ai dit, le follow-up est fait par le clinicien initial qui a vu le patient. Il y a une période de suivi qui est peu claire, comme vous l'avez vu, le protocole ne décrivait pas ce qu'on faisait des données manquantes après 56 jours, soit 8 semaines. Il y a eu plusieurs violations per protocole. Il y a un important drop-out. Ça reste un outcome radiologique. Il faut réussir à motiver les gens de se dire que vous allez subir plusieurs radiographies au cours des 8 prochaines semaines si votre poumon n'a pas été réexpandu. Et ça, ce n'est pas forcément motivant pour les patients. Il y a eu un crossover élevé, comme je vous l'ai montré initialement. Et puis, beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Alors, on se pose la question de se dire, finalement, ces critères qui ont été choisis sont applicables à une très faible population de patients qu'on pourrait considérer comme des sous-groupes. En conclusion, il y a des évidences modestes sur la non-infériorité du traitement conservateur, mais ça permet, et je pense que c'est tout l'intérêt de l'article, de remettre en question l'adage de tout pneumothorax doit absolument être drainé. Et puis les outcomes secondaires ouvrent des perspectives intéressantes qui nous permettent de parler de la contextualisation et des perspectives. Alors, je vous l'ai dit en préambule, mais cette étude a le mérite d'exister finalement. C'est peut-être bête à dire, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas d'étude randomisée contrôlée entre conservateur et drainage. Et puis dans les perspectives, ça c'est les conclusions qu'on est tous amenés à faire, c'est que le choix de la stratégie doit être discuté avec le patient en fonction de son contexte de vie et des possibilités de suivi, en fonction du patient et du réseau de soins. Évidemment que la possibilité du suivi ambulatoire n'est peut-être pas la même chez nous que dans un autre hôpital et inversement, en fonction du réseau ambulatoire qui est mis en place. Et puis vous allez me dire, alors très bien, avec tout ça, finalement, est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, il y a l'exsufflation, oui. On a un protocole dédié au HUG, aux urgences, pour les pneumothorax de plus de 2 cm. Vous voyez qu'on inclut des patients, disons, on envisage le traitement conservateur chez nous pour des patients avec un pneumothorax de moins de 2 cm. Et puis, il faut être honnête aussi, on a un gentleman agreement avec les chirurgiens thoraciques. En début de rotation, leurs médecins internes sont là aussi pour pratiquer des gestes. Alors, je ne dis pas qu'on fait les gestes pour qu'ils maintiennent des compétences, mais c'est un facteur à prendre en compte. Je vous ai dit que là, c'était la technique de Seldinger qui avait été utilisée. Ça reste un geste qui, hormis cette indication-là, est peu pratiqué. Et nous également, puisqu'on pratique le drainage aux urgences, je pense qu'il faut qu'on maintienne un certain niveau de compétences. Mais en tout cas, à l'issue de tout ça, ça nous a permis de vraiment refaire le point sur cette indication, de peser les pour et les contre, et de revoir avec un prisme un peu plus clair les patients qui pourraient rentrer dans ce suivi-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à disposition s'il y a des questions.